Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 12e journée au CEFIA. Je suis en plein cœur du salon, juste à 2 pas de la scène Agora. Hier, la journée était très riche et aujourd'hui, la programmation est tout aussi enthousiasmante. D'ailleurs, on commence fort avec Fabrice Pelletier, designer, consultant créatif en éco-conception, artiste engagé qui invite des professionnels du secteur de l'agroalimentaire à nous confier leur Green Deal, c'est-à-dire leur engagement au bénéfice du pacte vert pour l'Europe concernant les emballages et les produits emballés. C'est maintenant sur la scène de l'Agora avec Fabrice Pelletier. Merci Juliana, merci pour cette introduction. Le Green Deal, pacte vert pour l'Europe en français, en breton je ne sais pas comment ça se dit. Il y a quelqu'un qui pourra peut-être le dire dans l'assistance. Donc ce Green Deal vise à créer une Europe plus propre, plus saine et neutre pour le climat en transformant nos modes de production de consommation. Il a été lancé en 2019. Il consiste à un ensemble de mesures pour la transition écologique qui vise à nous amener à la neutralité carbone en 2050, à l'horizon 2050. Donc le pacte vert favorise la transformation de l'Union européenne en une société juste et prospère, dotée d'une économie moderne et compétitive. Ça peut paraître des fois aller vers la décroissance, pas du tout. Le Green Deal, c'est vraiment une économie compétitive. Les principaux objectifs fixés par ce Green Deal sont, je l'ai dit, la neutralité climatique à l'horizon 2050, mais aussi une économie circulaire, donc un nouveau modèle économique permettant, la réutilisation, la réparation, le recyclage des produits, la réduction des déchets, la conservation des ressources, une industrie plus propre aussi, plus durable, plus économe en énergie et prospère sur les marchés de l'Union européenne et les marchés plus largement mondiaux, un environnement plus sain, qui vise à restaurer une nature et surtout à viser vers une pollution zéro afin de garantir un environnement sain aux générations futures, des plages pour les Bretons un petit peu plus propres pour pouvoir se baigner au milieu des poissons en poissons et pas des poissons en autre chose. Et surtout aussi une agriculture plus durable, des produits, des pratiques agricoles plus écologiques pour protéger l'environnement et permettre d'avoir une alimentation plus saine et plus abordable. Et la justice climatique, l'équité, donc un plan visant à avoir une équité climatique sur tous les territoires. Donc le Green Deal, c'est un ensemble de mesures et de solutions qui permettent de limiter l'impact de l'industrie, l'impact sur l'environnement de l'industrie et essayer de limiter l'appauvrissement des ressources naturelles. Et évidemment, on l'a dit, l'industrie de l'emballage est au cœur de ce Green Deal, fer de lance. Elle est souvent montrée en exemple, alors parfois en mauvais exemple. Et là, aujourd'hui, avec les invités que nous allons avoir, on va montrer les bons exemples et on va montrer que toute l'industrie de l'emballage n'est pas depuis hier, depuis pas mal de temps, c'est orienté vers ce Green Deal. Et pour cela, je vais appeler notre premier intervenant, donc la société Sliver avec Cerac, qui vont monter sur scène avec des jolis produits déguisés en vaches. Alors c'est des vaches bleues, je connaissais les vaches mauves qui étaient suisses, qui faisaient du chocolat. Voilà, des jolies petites vaches bleues. Alors, on va parler avec Sofiane Maméry de Sliver et Guillaume Louis de Cerac. On va parler du prêt à la cuillère. C'est marrant parce qu'on parlait d'industrie, on parlait aussi d'une agriculture dans le Green Deal plus juste. Donc je trouve que quand je vois du prêt à la cuillère, je suis de l'agriculture
au consommateur en passant bien évidemment au milieu par l'emballage, avec une micro-ligne tout à un pour le marché laitier, pour un circuit court et local. Et dans le Green Deal, on a aussi le côté local. Je vous donne la parole pour nous expliquer d'abord qui vous êtes et c'est quoi votre Green Deal. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Sofiane Mamri, en charge des ventes de sleeves et de machines pour la société Sleever. Donc le sleeve, c'est une étiquette thermorétractable qui vous permet d'habiller différentes formes à 360 degrés sur toute leur hauteur. Donc depuis près de 50 ans, on propose aux marques les étiquettes et les machines de conditionnement. Bonjour à tous, Guillaume Louis, je suis le directeur commercial pour Cerac Pau. Cerac, c'est fabricant de machines de remplissage bouteilles et machines de remplissage pot. Et là, en fait, on a proposé typiquement une machine qui permet à la fois de remplir des bouteilles et des pots. Mais pour qui? Parce que ça existe depuis longtemps, les machines qui proposent de... Elle va où cette machine? Voilà. C'est cette particularité. Donc circuit court, tu le disais tout à l'heure Fabrice. Court, oui. Donc l'objectif de ce projet, c'était de renforcer encore l'indépendance des agriculteurs en intégrant la transformation laitière dans l'usine. C'est-à-dire que du prêt à la cuillère, comme tu disais, sur la même unité de production, vous avez les différentes étapes de la chaîne de valeur, de la vache jusqu'à la fin de ligne, la palettisation. Mais quel type parce qu'on parle d'industriels et d'agriculteurs, à partir de quel niveau de taille d'exploitation et nombre de vaches dans mon écurie je peux prétendre à utiliser vos solutions? Alors Wind Farm est donc situé à près de 100 km d'ici, à Rohan, dans le sud de Rennes. On est sur un cheptel d'environ de 50 vaches et qui assure la transformation en ligne sur 2 unités de production. Donc avec une centaine de personnes, ils peuvent déjà proposer dans la région une gamme assez large, comme vous le voyez, de produits qui vont du yaourt au lait, à la pâte à tartiner. Et nous travaillons sur des pots PP de 70 grammes jusqu'à des bouteilles PET de 750 ml qui sont faits donc sur la même ligne de production et avec les mêmes machines. Pour info, vous êtes souvent sur des agriculteurs qui commencent par faire du yaourt, je veux dire plutôt à la main, et ils veulent passer en second temps dans une phase d'industrialisation. Et ça, c'est une première étape qui peut être justement vraiment parfaite, parce qu'avec une petite unité de production, ils peuvent commencer à s'automatiser et aller livrer de manière locale en fait les commerces aux alentours. Donc j'ai 50 vaches. À partir de 50 vaches, ouais, j'ai 50 vaches et j'ai une machine et je peux sortir des emballages qui ressemblent à des emballages d'une multinationale du yaourt et vendre mes yaourts, mes produits dans les supermarchés locaux, je suppose, enfin dans les circuits locaux. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire avoir une forte identité visuelle grâce à la technologie du sleeve, mais au-delà de ça, c'est d'avoir une machine agile, de pouvoir changer les formats, comme vous le voyez, en moins de 10 minutes, pouvoir réduire les consommations énergétiques de chaque équipement. Ici, on est venu adapter la hauteur des tunnels de rétraction afin de réduire la chambre et la circulation de vapeur. On est sur une réduction de près de 70% en termes de kilovapeur, donc c'est un vrai bénéfice. Je vois 70%, donc c'est une économie d'eau énorme, d'énergie. Je vois aussi équipement au sol. Elle est grande comment? Je visualise pas cette machine. On parle d'une faible empreinte au sol, mais j'ai besoin de beaucoup de place, j'ai besoin d'un local spécifique. Comment ça? Pour une machine comme ceci, donc vous avez quand même une vraie flexibilité, parce que faire à la fois de la bouteille, du pot, vous avez aussi l'operculage. Vous pouvez faire du bouchonnage, remettre un couvercle au-dessus. Et ça, on peut faire ça sur à peu près, on va dire 2,50 m par 2,50 m. Donc on est sur à peu près cette taille-là. Ce qui est quand même extrêmement compact. Donc ça permet une exploitation, de taille tout à fait convenable, de commencer à s'automatiser sans avoir à acheter un bâtiment énorme. Et on a couplé la ligne avec une génératrice vapeur. Donc on a amené directement le générateur vapeur sur la ligne de production pour éviter câblage, tuyauterie et autres. Donc il faut quoi? Il faut une prise électrique, un petit emplacement,
un petit peu d'arrivée d'eau. Et je branche et je peux... Et un opérateur pour conduire toute la ligne, à la fois la sliveuse et à la fois la remplisseuse. Donc l'opérateur, ça peut être, une fois que j'ai fini de traire mes vaches, je me lave les mains, je deviens l'opérateur, c'est ça? Non? Oui, s'il est multitâche, ça dépend combien de temps on veut faire tourner la ligne, mais effectivement, on pourrait utiliser cette même personne. Alors, donc, une économie d'énergie, une économie d'eau. Qu'est-ce qu'encore m'apporte cette machine en termes de qualité produit? Derrière, les emballages que j'ai sont recyclables, L'éco-conception a été également, Fabrice, tu le dis, un élément important du choix des fournisseurs dans ce projet. Il fallait proposer une solution plus simple, agile, mais bien sûr avec des produits conformes à la fin de vie des emballages ménagers, rigides, donc compatibles avec les circuits de recyclage, collecte, tri et recyclage mécanique. Ce que je veux savoir, c'est que vous fournissez donc la machine, le manchon. Je suis agriculteur ou j'ai une exploitation. J'achète des emballages standards. Je peux mettre n'importe quel type d'emballage ou je passe par vos emballages. Comment ça fonctionne? Non, l'idée est d'acheter ces emballages et ensuite de les différencier tardivement avec une créa, une étiquette, pouvoir informer sur toute la hauteur des produits. Et là aussi, vous aidez vos clients à faire, parce que je suppose, faire le graphisme, etc. Ils n'ont pas l'habitude, c'est pas leur métier. Vous les accompagnez là-dessus aussi? On va les accompagner en leur recommandant des agences à taille humaine. On ne va pas leur proposer des agences internationales. On va leur proposer des freelances, la plupart du temps, qui vont pouvoir les accompagner sur toute cette charte graphique à mettre en place. ChatGPT, non, on leur fait des... Pas encore. Pas encore, mais ça va venir. Vous avez un autre consommable, hein, donc effectivement la sleeve, c'est-à-dire le manchon est un consommable. Après, les pots et les bouteilles sont aussi achetés chez une tierce partie. Oui. On peut travailler avec, je veux dire, là c'est le client qui choisit, on peut recommander, mais nous on prend effectivement en entrée des pots qui ont été préalablement achetés. Mais je suppose, oui, pour la déformation du manchon, etc., il faut les accompagner. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Parce que je trouve que de pouvoir rendre accessible une telle qualité d'emballage à des petites exploitations, c'est assez bluffant, je trouve. Parce que voilà, on pourrait penser que ça vient de chez un très très grand metteur en marché. Bravo. Merci. Des questions? Pas de questions? Ah, il y a une question là de monsieur. Allô? Oui, ça marche. Tout près du menton, ok. Vous avez dit que les emballages étaient recyclables. Est-ce que c'est compatible avec PPWR? Et quel plastique vous utilisez pour le sleeve et pour la bouteille elle-même? Donc oui, compatible à la fin de vie des emballages ménagers rigides. Donc PP, on va utiliser des manchons qui sont compatibles avec le recyclage du PP. Et de la même façon, pour le PET, avec des produits qu'on appelle LDPET, un Low Density PET, qui va venir se séparer par flottaison, afin de permettre aux flocons de PET de couler, pour être collectés et refaire des nouveaux pots, des nouvelles bouteilles. Et sur la fraction flottante, la fraction avec les bouchons, elles vont être orientées dans un autre centre de recyclage, pour refaire des bouchons ou d'autres produits. Et pour le pot ou la bouteille en entrée, ça, pareil, vous pouvez prendre le plastique que vous voulez. Même si demain vous voulez prendre du verre, ce sera possible également. Donc on pourrait éventuellement aussi faire du réemploi. On pourrait prendre du pot, du pot, de la bouteille en verre, même en papier. Nous, ce ne sera pas un problème pour la traiter en entrée. D'autres questions? Merci beaucoup. On va passer à un autre Green Deal. Donc j'attendais... voilà, je l'avais pas vu arriver. J'attendais Karen Desbouilles de Carton Ondulé de France qui va venir nous parler du Green Deal. Alors, il faut que je m'y retrouve dans mes notes.
du Green Deal du carton. Bonjour Karen, tu viens d'arriver? Il y a un petit moment, moi je t'avais pas vu. Voilà, un petit carton. Ah bah oui, c'est un tout petit moment. Le Green Deal du carton ondulé. Alors, déconstruire, fortifier, innover, agir les idées sur les idées reçues. Donc il y aurait plein d'idées reçues sur le carton. On ne connaît pas le carton. Je t'ai effectivement invité parce que j'avais reçu ce petit bouquin et je l'ai trouvé fort instructif. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Il y avait des choses que je ne connaissais pas, donc c'était bien. Alors, parle-nous un petit peu d'abord de Carton ondulé de France et de ce Green Deal, de cette réemployer des mots de vérité. Mais en fait, Carton ondulé de France, donc on est la fédération qui regroupe les fabricants d'emballage en carton ondulé sur le sol français. Et on a travaillé avec nos collègues des autres emballages papier-carton pour... effectivement... On va attendre parce qu'ils font de la pub. Ils font de la pub sur nos conférences. C'est quand même gonflé. Merci. Et je vous rappelle qu'en ce moment, il y a un Green Deal sur l'espace Agora. Et c'est bien mieux que ce qui va se passer à l'espace conférence. Donc restez là. Merci. Allez, vas-y. Et puis donc, pendant de nombreux mois, ces derniers mois, pendant les discussions sur le règlement emballage et déchets d'emballage, discussions qui ne vous ont évidemment pas échappé, nous avons entendu beaucoup d'idées reçues sur notre secteur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de concevoir et de réaliser cet ouvrage qui reprend la majeure partie de ces idées reçues, vraiment dans un but de transparence, d'éthique et de mettre les sujets sur la table. Alors, on voyait que quand on voit qu'il y a trois grandes parties. D'abord, une partie sur le recyclage des papiers cartons. On savait que c'était des bons élèves, mais il y a des nuances quand on en parle. Effectivement, si l'emballage papier-carton, par définition, c'est un emballage circulaire et c'est quelque chose qu'on rappelle dans notre ouvrage. Mais c'est pas parce que on est de bons élèves qu'on doit s'arrêter là. Et malgré un taux de recyclage de plus de 89%, 97% pour le carton ondulé, il y a encore des choses à faire et on travaille encore à améliorer cette situation. Entre 2019 et 2021, à production constante, on a utilisé 18% de moins de fibres vierges et 4% de moins de fibres recyclées. Donc vous voyez, on continue d'améliorer les techniques de production des papiers avec des papiers de plus en plus légers, une augmentation de la rentabilité du recyclage. Mais un des problèmes essentiels pour augmenter le taux de recyclage, c'est la collecte, c'est de travailler avec les collectivités, en particulier sur le secteur du e-commerce. Voilà, en préparant la conférence, je me disais que tu es très bon en industriel puisqu'on était plutôt en circuit fermé, en B2B. Et on avait encore pas mal de progrès à faire en ménager. Et notamment peut-être une dégradation qui arrivait avec l'essor du e-commerce. C'est vrai que moi en tant qu'élu local, j'en parlais, c'est vrai que c'est un souci et que la collecte des cartons avec l'expansion de e-commerce devient problématique si on n'a pas forcément tous les équipements qu'il faut. Et c'est tout à fait. C'est là un axe d'amélioration sur lequel il faut qu'on travaille vraiment en collaboration avec les collectivités locales, avec le consommateur, pour communiquer aussi auprès du consommateur qui doit mettre à plat son emballage, etc. Alors le mettre à plat et le mettre à la bonne taille, parce que par exemple chez moi, si ça dépasse la taille d'une boîte de carton, ça devient d'une boîte à chaussures, ça devient un véritable problème. Donc on ne les accepte pas et on doit les amener en déchetterie. Donc
prendre sa voiture pour aller en déchetterie, pour mettre 3 cartons, c'est un petit peu compliqué. Donc effectivement, il y a tout un travail, à mon avis, d'éco-conception, de réduction de la taille et d'aide à la collecte. Donc là, il y a du travail et vous aidez. Et c'est vrai que c'est expliqué, en fait, qu'il y a des solutions montrées dans le bouquin. On a le deuxième axe, c'est du Green Deal, c'est cet axe sur la décarbonation. Bien sûr, parce que comme toute industrie, notre industrie a un impact environnemental et elle est émettrice de carbone. L'empreinte du carton ondulé est de 491 kg de CO2 par tonne de carton. Cette empreinte et l'analyse de cycle de vie qui va avec est mise à jour tous les 3 ans. On a encore des marges de progression, il faut encore travailler, il faut avoir en tête que c'est quand même de plus en plus difficile, 60%, on a diminué de 51% les émissions de gaz à effet de serre entre 1991 et 2021, donc c'est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, 60% de l'énergie des papeteries est d'origine renouvelable et dans son dernier plan de transition sectorielle, l'ADEME a estimé que nous étions sur la bonne voie pour arriver à une neutralité climatique à horizon 2050. Donc il faut continuer ces efforts qui ont déjà commencé depuis de nombreuses années. Et là, on voit moins 50% 2035. Donc ça nous met dans la trajectoire zéro voulue. Exactement. Les moins 50% en 2035 seront atteints avec les investissements qui sont d'ores et déjà annoncés. Et enfin, l'autre point qui est un point important, qu'on a évoqué d'ailleurs aussi tout à l'heure et qu'on n'évoque pas suffisamment, je trouve, tout le temps, mais c'est cette gestion de l'eau, puisque c'est aussi un problème. On parle vraiment beaucoup de l'industrie papetière d'un gros utilisateur d'eau. Et là, on en est où ? Alors effectivement, ça, c'était une des idées reçues qu'on a beaucoup entendues. On utilise jusqu'à 400 litres d'eau pour fabriquer du papier. Alors non, on n'utilise pas 400 litres d'eau pour fabriquer du papier. Alors on coupe des arbres, on utilise de l'eau. Voilà, c'est exactement. Ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en papeterie, il faut faire une différence entre la consommation brute et la consommation nette. Et les deux éléments sont des indicateurs à regarder. En termes de consommation nette, évidemment, il faut consommer le moins possible d'eau. Donc, il faut travailler sur toutes les sources de gâchis d'eau pour réussir à remettre un maximum d'eau dans le circuit quand on en pompe. Mais on doit aussi travailler sur la consommation brute parce qu'il y a des régions aujourd'hui avec le réchauffement climatique qui, en saison, pendant l'été, se retrouvent avec un déficit d'eau et du coup on ne peut plus il faut capter un minimum d'eau pour fabriquer du papier. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment travailler sur notre consommation brute, mettre en place des systèmes de recyclage des eaux de process pour utiliser l'eau qu'on a déjà captée le plus longtemps possible. Et pour info, c'est pareil, c'est des choses qui ont été faites. Sur les 30 dernières années, on a diminué de 50% les quantités d'eau prélevées. Mais il y a encore du travail et là aussi, c'est un axe de travail pour l'industrie du papier carton. Eh bien, merci Karen. Parce qu'il y a des questions. Déjà, Karen a amené quelques bouquins, je crois. J'ai amené quelques bouquins. Voilà. Comme hier, vous allez vous les arracher parce que hier, nous avons... Carole, Alliance Carton Nature, qui avait amené des bouquins, s'est fait dévaliser. Il est très bien. J'ai juste une remarque sur le bouquin, c'est qu'on parle de légendes urbaines et je vais te dire que ces légendes fonctionnent aussi à la campagne. On a les mêmes. Donc il n'y a pas que dans les villes que les légendes existent. Franchement, je vous le conseille, c'est bien d'écrire les choses, c'est bien de les poser et bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous allez lire, vous ne l'avez pas lu le bouquin. Il sera dédicacé par Karen. Pas de problème. Là, grande séance de dédicace. Et moi, j'ai amené ma machine à carte bleue parce que pour le pour son livre qui est gratuit. Merci beaucoup. Et merci pour ce bouquin. Il y a une question là, j'avais pas vu.
Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis Alice Artig, je travaille pour Transition et on gère une initiative collaborative sur l'approvisionnement en bois pour les emballages. Et on travaille sur des actions de traçabilité, d'évaluation fournisseur, changement de pratique. Je voulais savoir si vous, aujourd'hui, vous observez aussi, ou en tout cas vous suivez un peu l'impact de vos approvisionnements et l'origine de vos approvisionnements en bois pour vos emballages. Bien sûr. Alors, il faut savoir que l'origine d'approvisionnement pour faire du papier, déjà, plus de 85%, c'est du recyclé. Donc, l'origine, c'est ce qui est collecté en France. Mais pour tout ce qui est fibre vierge, effectivement, il y a une traçabilité, de l'origine des fibres bois. Et on est en plein en ce moment dans la mise en place de la réglementation, de la future réglementation de l'Union européenne qui va encore passer un cran supérieur sur cette traçabilité. La majeure partie de nos papiers origine fibre vierge sont européens. Hein. On a extrêmement peu de papiers qui viennent du reste du monde. Je crois que la réponse, c'est la 10e légende urbaine, page 71. Le pays qui fournit le plus de pâte à papier et de pâte à papier à l'UE et le Brésil. Enfin, c'est la légende urbaine numéro 10. Vous pourrez lire page 71. Voilà. Il y a beaucoup de réponses aux questions qui sont dans le bouquin. Donc, vous en aurez un. Autre question ? Eh bien, merci. Merci Karen. On va passer à notre Green Deal. Et j'appelle Arnaud Revel de Useo. Useo, une entreprise familiale pour qui le Green Deal a été... son Green Deal, ça a été l'occasion d'une énorme remise en cause, je dirais même une capacité de résilience complètement dingue. Et je suis content de recevoir Arnaud pour qu'il nous raconte un petit peu cette histoire, l'histoire de cette entreprise qui, à un moment, s'est dit, alors que quand vous avez vu arriver toute la réglementation, le plastic bashing, enfin, tout ce qui était en train de se passer, contrairement à d'autres qui ont essayé de lutter contre, vous vous êtes dit, on va la vague. Voilà, on prend la vague et on change. Exactement. Alors, raconte-nous un peu ce qu'est Useo et qu'est-ce qui s'est passé et votre Green Deal, parce que là, pour le coup, vous l'avez réellement pris en pleine face et vous le faites. On a essayé de s'engager dans ce Green Deal. Ouais, Useo, c'est une entreprise familiale, PME qui est basée dans le Loiret et qui était spécialisée dans l'injection plastique de produits à usage unique, notamment dans le secteur de l'aviation et du food service. Donc voilà, on produisait, j'ai encore quelques reliques, des gobelets, des touillettes en plastique à usage unique. Quand on prenait l'avion, on avait des plateaux. Exactement, tous les produits pour les arts de la table venaient de chez Useo. Et l'évolution des réglementations, la pression des consommateurs, tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien avec la PPWR, nous a poussé à nous interroger et à nous transformer de manière assez radicale. Donc c'est une réflexion qui a commencé en 2015 mais qui a été établie dès 2019 réellement, puisque on a décidé de prendre le principe de circularité dans les produits, non pas comme une contrainte mais vraiment comme un accélérateur de notre transformation. Et on a décidé de switcher pour avoir deux piliers, un qui va être sur la cellulose moulée, donc une ressource locale, renouvelable, abondante, et de faire des produits qui répondent à toutes les réglementations et aux attentes des consommateurs dans une nouvelle technologie, et le tout fabriqué en France. Et également l'autre pilier qui va être lié au réemploi, c'est pour ça que j'ai apporté ce produit-là, qui est la juste synthèse aujourd'hui de ce que l'on fait, qui est à la fois un produit, un contenant qui peut être réemployable,
et avec un couvercle en cellulose, du coup qui a usage unique, qu'on appelle usage unique vertueux. Réemployable en quoi? Parce que c'est... Donc là, ça ressemble à du verre, mais c'est pas du verre. Non, c'est pas du verre. Non, c'est un contenant qui est fait en triton. Le triton. Voilà, triton copolyester, qui a beaucoup de propriétés mécaniques, qui est un produit technique, propriétés mécaniques et qui est recyclable mécaniquement et chimiquement et qui fonctionne bien dans toutes les applications qui sont notamment dans le QSR et fast food, puisqu'il ne casse pas et il a une bonne longévité, une très bonne résistance à la lavabilité. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on voyait ces produits il y a encore 4-5 ans, même moins. Enfin, on disait que ça venait de Chine, ça venait de on ne savait pas où. Et là, c'est vraiment tout ça, c'est produit. Tout ça, c'est produit en France. Alors, c'est vrai que il y a 4-5 ans, énormément de ces produits-là venaient de Chine, puisqu'il y a une culture de la street food qui amenait à la consommation de ce type de produits. Et nous, on a dérivé, on a utilisé ces connaissances, mais 100% de notre fabrication aujourd'hui, elle est faite en France, avec une logique de filière aussi qui est très importante pour nous, de travailler sur une logique locale. Donc, on se source auprès d'une papeterie qui est à 300 km de notre usine et on transforme ça en France dans le Loiret, et l'objectif c'est de fournir ça sur en France principalement, et si besoin en Europe, mais il y a une logique locale et de filière qui est très importante pour nous parce qu'il faut se réinventer. Enfin, on est conscient qu'il faut qu'on réinvente aujourd'hui notre secteur et qu'on peut que le faire avec des produits qui ont de l'impact. Donc ça, c'est pour la cellulose, pour le tritan. Pour le tritan, et il y a donc... c'est quoi le tritan déjà? Le tritan, c'est un copolyester, oui. D'accord, et qui est développé par une société qui s'appelle Eastman Kodak, et qui justement permet d'atteindre toutes les résistances mécaniques dont on a besoin dans du lavage industriel, sans être du verre. Combien, on parlait en préparant, 200 lavages, c'est ça? Enfin, ça on fait. Nous, on garantit sur nos produits plus de 200 lavages. Ouais, plus de 200 rotations, mais on peut en faire plus. Donc le tritan, je vois là, il y a même du tritan avec un couvercle. Exactement. Donc vous fonctionnez comment? Parce que tout ça, c'est tout nouveau. Les metteurs en marché, on me dit encore que c'est extrêmement cher, que c'est... Oui, alors il y a un enjeu de prix et de compétitivité, mais de compétitivité prix, c'est sûr. Aujourd'hui, nous, on pense que c'est par la logique industrielle qu'on va pouvoir répondre. Le volume. Par le volume, exactement. Par le volume et la maîtrise des technologies. On a fait énormément de progrès en 5 ans sur ces sujets-là. Parce que ça ressemble à, en termes de forme, à une barquette plastique. C'est exactement la même forme. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas de modification aujourd'hui chez les metteurs en marché sur leur ligne de conditionnement, ou le moins possible, mais que le produit, notre emballage, soit compatible et répondre à leurs attentes. Et vous faites les mêmes types, vous pouvez faire à peu près les mêmes types de formes en emballage usage unique, en cellulose et emballage... Exactement, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre apporter une réponse sur nos deux piliers qui sont à la fois l'usage unique vertueux, donc être capable de proposer des produits en cellulose qui rentrent sur les lignes, et d'avoir le pendant en réemployable dans les matières comme le tritan, pour pouvoir répondre aux enjeux et avoir les deux qui sont deux business models radicalement différents, et qu'il faut réussir à mutualiser si on veut apporter une réponse. C'est fou, hein, parce on parlait dans mes bouquins, je montrais ça au CEFIA il y a 3-4 ans, et c'était vraiment de l'innovation, on ne savait pas d'où ça venait. Et là, aujourd'hui, on l'a, c'est faisable. C'est faisable, surtout, nous, on le fait à un niveau industriel, avec toutes les normes de sécurité et de traçabilité nécessaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez fiers, puisque... alors qu'on a changé 100% de notre portefeuille produit, puisqu'on avait des produits à usage unique, on a changé 100% de notre portefeuille, et aujourd'hui on fait le même chiffre d'affaires que ce qu'on faisait en 2019. En 4 ans, ouais. En 4 ans, vous faites un autre métier. Exactement. Un autre métier, en fait, d'autres types de production. Exactement. Et ça passe aussi par l'engagement des équipes que l'on a fait, parce qu'on a monté une école en interne chez nous pour former les personnes qui faisaient de l'injection plastique en interne chez nous, et on les a formés à venir travailler pour transformer de la cellulose. Merci Arnaud. Il y a des questions dans... Ouais, une question de monsieur.
Oui, Pierre Juan, c'est une place, consultant dans le packaging justement. Le Tritan, donc copolyester, est-ce que en fin de vie, parce qu'il y en aura quand même une à un moment, c'est compatible avec le PET dans la filière de recyclage du PET? Alors, aujourd'hui, sur ce produit-là, nous, on l'utilise, on le recommande pour des solutions qui sont ce qu'on appelle en boucle fermée, dans lequel on maîtrise le fait de pouvoir récupérer le produit. Nous, on sait le récupérer, le recycler et ensuite l'envoyer à un endroit particulier chez Eastman pour pouvoir le recycler chimiquement. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est le cas en réemploi. Hein. Ouais, en réemploi, on fonctionnera en boucle fermée, puisque c'est l'opérateur de réemploi qui, lors du lavage, va voir que l'emballage n'est plus propre à la consommation et qu'il le renvoie. Donc c'est un circuit particulier, c'est pas pour la grande consommation. Voilà, et alors grande consommation, réemploi. Grande consommation, réemploi, c'est tout. Aujourd'hui, nous, on a ces produits-là, ces produits que vous voyez, ce verre-là, peut-être que vous le reconnaissez si vous allez dans des fast-food aujourd'hui, des grandes chaînes de fast-food en France ou en Europe, c'est les produits qu'on fournit. On sait que ces verres-là sont utilisés également dans les restaurants et dans des boucles qui sont maîtrisées. Une fois que le produit est dit réformé, c'est-à-dire qu'il a fait suffisamment d'utilisation et que nos clients considèrent qu'ils ne veulent plus l'utiliser, on massifie sa collecte à un endroit, nous on les récupère, on est capable de les rebroyer et de les réinjecter. Ok. J'aurais une question aussi sur la barquette en cellulose. Donc, Est-ce qu'il y a un liner ou c'est directement en contact alimentaire? Alors, ça va dépendre des applications. Vous avez par exemple donc sur ce couvercle-là, il n'y a pas de liner et donc on a une certification aujourd'hui Home Compost sur ce produit-là. À l'inverse, sur ces barquettes-là qui sont avec des applications huileuses qui nécessitent de l'aérophobie, on a un liner. On a testé cette barquette-là spécifiquement. Aujourd'hui, on a un certificat qui nous est délivré par CEREC sur sa recyclabilité, puisqu'on travaille vraiment sur des liners les plus fins possibles et les plus légers possibles pour avoir la barrière, mais pour ne pas polluer le flux. Ok, merci. Merci Arnaud, je vois le temps qui tourne. Donc de toute façon, Arnaud reste là, Karen reste Merci beaucoup. ici. Merci. Et donc nous allons passer à notre quatrième Green Deal, un style Green Deal, puisque nous allons accueillir Étienne Roumier de Massilly et nous allons parler d'emballage métallique au service de l'économie circulaire. Bonjour Étienne. Alors l'emballage, bonjour avec un petit micro. Alors je te laisse... Hop. Pour, bonjour. Ah, il a ses petites notes sur un post-it. C'est bien. Voilà. Alors, l'emballage mécanique au service de l'économie circulaire. J'ai envie de dire, moi, dans ce que j'ai lu, c'est que avant même qu'on parle de recyclage, bien avant, et qu'on parle même d'économie circulaire, l'acier, la production de l'acier, c'était déjà de l'économie circulaire, puisque on injecte depuis tout le temps, le ferrailleur, il existait avant le recycleur, et on injecte de la ferraille pour faire du métal, c'est ça? Tout à fait. Alors, brièvement, je vais présenter le groupe Massilly. Oui, alors il va se présenter, monsieur. Donc Massilly, c'est le nom d'un village en Bourgogne, à côté de Cluny. Et c'est l'origine du groupe Massilly, donc groupe familial français qui a plus de 100 ans, créé en 1911. Et donc on fabrique tout ce qui est packaging métallique, donc de la boîte de conserve. Nous sommes par exemple le numéro 3 mondial en capsule twist-off pour les bocaux. Oui, parce qu'on parle souvent des bocaux en verre, et moi je dis pas de bocaux en verre sans twist-off et inversement. Et inversement. Voilà, il faut un emballage et un truc qui se là on ferme. est sur un bi, exactement. Et également donc tout ce qui est aérosol, boîte premium, packaging, et également tout ce qui est application industrielle, type pot de peinture, bidon d'huile, tout cela donc à base de métal et d'acier. Alors, ce métal, économie en circularité, ça fonctionne comment et le recyclage, on dit aussi que c'est un bon élève du recyclage, puisque des fois, j'avais même vu des taux de recyclage qui dépassaient les 100% pour l'acier.
Allô ? Oui. Donc, en tout cas, le Green Deal chez Massy, c'est en effet déjà une démarche qui est inhérente à notre, voilà. Pardon. Aux matériaux que nous utilisons, que nous transformons. Donc ça fait des années qu'on travaille sous les axes 3R. Alors tout d'abord la partie recyclage, recyclabilité. Le packaging métal est à un taux de plus de 80%. À plus de 80% de recyclage recyclé en Europe, avec une filière courte puisque le métal retourne dans les aciéries européennes et sont réinjectés pour partie donc dans les nouveaux emballages métalliques ou dans d'autres filières qui peuvent être par exemple le bâtiment. Donc cet axe-là, aujourd'hui par exemple, on est un des rares packaging où l'écomodulation de Citeo a par exemple baissé de 6% sur l'acier en 2024. Voilà, on est vraiment... c'est des filières aujourd'hui qui marchent, la captation est facile puisque l'acier est aimanté. Donc en termes de tri, captation, c'est très facile. Donc, dans un centre de tri, effectivement, la première chose qui est captée, c'est les emballages en métal, puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle un overband, qui est un gros aimant qui va très très vite et on voit les emballages en métal se coller sur l'aimant. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est le socle, je dirais, de la matière que nous utilisons dans le metal packaging avec tous ses avantages. Donc nous, notre focus Green Deal, il se concentre sur la partie réduction et réemploi. Réduction, réemploi. Alors réduction de quoi ? Parce qu'effectivement, on parle. Il y a deux types de réduction. Il y a peut-être la réduction de matériaux, mais il y a aussi peut-être la réduction d'empreinte CO2, parce que quand on parle de métal, effectivement, d'emballage métallique, on dit le taux de recyclage, il est bon, mais d'un autre côté, c'est un emballage qui est pondéreux, c'est un emballage qui, comme le verre, nécessite beaucoup d'énergie pour être produit. Donc là, il y a des axes de travail sur cette réduction, donc réduction de poids des emballages et réduction peut-être de CO2. Alors, on travaille en partenariat avec la filière amont, donc les aciéries. Donc Massy est acteur dans toute la filière avec les grands fabricants d'acier, où aujourd'hui, il y a des solutions qui existent avec une visée carbone neutre 2035-2040, avec des changements de technologie dans les fonderies qui sont aujourd'hui des technologies éprouvées, notamment des passages à des fonderies avec de l'hydrogène. Donc tout ça, c'est, je dirais, lancé, en cours. Les solutions existent. C'est une question d'investissement qui sont d'ailleurs portées par la filière et aussi portées et aidées par l'Europe. Donc c'est des investissements conséquents. Donc il y a cet axe, on va dire, nous, dans nos produits métalliques, évidemment, l'essentiel de l'impact carbone sera, je dirais, issu de la filière amont, c'est-à-dire les aciéries. Pour autant, le groupe Massy a investi massivement. Donc, quand on fait une boîte de conserve ou une capsule, on va mettre ce qu'on appelle un revêtement de protection pour avoir une compatibilité avec les aliments. Et ça nécessite un processus de polymérisation, de séchage, on va dire, ce qu'on appelle des vernis, qui consomment du gaz. Et donc, nous avons investi massivement dans nos lignes de vernissage et impression pour avoir des nouvelles technologies. On baisse de 40% la consommation du gaz. On a également implanté donc, dans un certain nombre de nos usines des panneaux solaires et on a sur les capsules, on a des nouvelles technologies où en journée on est quasiment, nous, à l'équilibre neutre en termes d'énergie pour transformer la capsule. Alors Massy, j'ai vu aussi sur votre stand que c'était aussi des machines, oui. Notamment des... On le disait aussi avec le sliver, pas d'emballage, pas de chocolat, mais pas de machine, pas d'emballage et donc pas de chocolat. Donc vous avez des machines et aussi il y a des gros efforts, on en parlait dans la préparation, sur un petit peu comme sur des machines qui consomment moins d'énergie, quelques exemples là-dessus. Oui.
Alors en effet, une des forces du groupe Massy, c'est d'avoir cette approche qu'on appelle 360. Donc certes la partie packaging, mais comment fermer et utiliser donc nos emballages. Donc on est concepteur et fabricant donc de capsuleuses, de sertisseuses, de doseuses. Voilà, donc on est intégré dans la filière avec nos clients. Et nous avons donc développé, donc il y a eu 5 ans de R&D sur ce sujet, une nouvelle technologie de capsuleuse, parce que quand on capsule en ligne un bocal, on va injecter de la vapeur pour chasser, je dirais, l'oxygène, et puis ensuite avoir un vide, et c'est le cloc que vous entendez quand vous ouvrez votre bocal. Et dans les technologies de capsuleuses traditionnelles, on est dans des grandes chambres vapeur avec des consommations, je vais vous donner un ratio, pour 25 000 pots heure, on est à peu près à 80 à 100 kg de vapeur consommée par heure. On a designé une nouvelle technologie où à la tête de la prise de la capsule et de la distribution de la capsule sur le pot, on vient injecter la vapeur juste au bon endroit et juste ce qu'il faut. Donc nous avons 3 brevets là-dessus et on réduit de 60% donc la consommation vapeur. Alors c'est énergie gaz évidemment pour générer la vapeur et consommation d'eau. Et on est sur des ratios à peu près à 20 kg par heure. Et on va parler un peu de réemploi parce que j'ai l'impression qu'on a le même badge tous les deux. C'est bizarre. Et voilà. Et Massy se lance à corps perdu à nos côtés dans le on y va. On a mouillé le maillot sur le réemploi. Donc quel va être le rôle de Massy dans le réemploi? D'ailleurs, à plusieurs niveaux, je crois que vous avez des études sur les emballages aussi, et puis sur cette boucle. Donc en effet, on pense que le metal packaging peut être une solution globale, recyclabilité et aussi le segment réemploi qui aujourd'hui donc progresse. Donc nous travaillons de même en partenariat avec plusieurs fournisseurs. En fait, on travaille en consortium parce qu'on a tous nos pôles de compétences. Et actuellement, nous sommes en train de travailler avec le leader dans l'acier et un grand fournisseur de vernis sur apporter une solution de barquettes réemployables acier fermement. Donc c'est un projet dans lequel nous participons au groupe Massy. Donc on commence par une barquette, mais il y aura aussi des applications de bol. Et on pourrait très bien imaginer avoir sur les lignes de remplissage aussi bien un bol acier à usage unique, recyclé dans la foulée, que un bol acier ou inox, on travaille aussi dans l'inox, plus épais, plus robuste, qui fera partie donc de la boucle, on va dire, du réemploi, avec 10, 15, 20 utilisations. Et ben voilà, encore une entreprise qui, comme celle qu'on a vue précédemment et hier, coche pas mal de cases de ce Green Deal. Bravo, des questions dans la salle sur... Non, je n'en vois pas. Alors on a parlé... merci Étienne. Retournez. Merci beaucoup. Eh bien, on va passer à notre dernier Green Deal, puisqu'on a parlé quasiment de tous les matériaux, sauf du bois. On a parlé du bois via la cellulose, mais le bois qui ressemble à du bois et qui est du vrai bois. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Je crois que j'ai pris trop d'échantillons. Mais non, il n'y en a jamais trop. On va s'amuser avec. En plus, il y a des frisbees, donc on va pouvoir les lancer. Voilà. Donc, présentation. Donc, voilà, encore un fleuron de l'industrie de l'emballage. Encore une entreprise... reste une entreprise familiale, oui, La Croix. C'est toujours un groupe familial. Voilà, on a vraiment des entreprises ce matin qui sont vraiment des entreprises franco-françaises, familiales, avec un gros historique et un vrai savoir-faire qu'il faut garder, qu'il faut conserver en France. Donc là, vous démarrez
en 1946, c'est Oui. ça? Oui, l'entreprise démarre son activité en 1946 dans un petit village du Haut-Jura. Et à cette époque-là, les hivers sont très longs et très rigoureux. Et donc, pour occuper les veillées hivernales, les familles sont habituées à fabriquer des boîtes fromagères en bois. Et donc, c'est le début de l'activité pour la Croix Emballage. Puis il y avait du fromage aussi un petit peu à mettre dedans. Il y avait un peu de fromage. Alors, les fromagers venaient à domicile récupérer les boîtes sur Bois d'Amont et repartaient avec ce qu'ils avaient pu acheter et trouver sur le village. On se diversifie ensuite en termes d'activité dans les années 70 sur l'emballage carton. On va ensuite se lancer dans l'injection plastique milieu des années 80. Et c'est une des grandes particularités de l'entreprise de la Croix Emballage, c'est qu'aujourd'hui on fabrique à la fois des emballages en bois, des emballages en carton et des emballages en plastique. Ok, on va rester sur le bois quand même, parce que c'était le sujet et on va rester sur ce bois. Donc bon, évidemment, le bois, un matériau renouvelable, il n'empêche qu'en fait, on fait quand même pousser du bois pour faire des emballages. C'est quoi comme bois, pour les gens qui ne savent pas? Alors c'est du peuplier. Parce que dans le Jura, moi j'ai l'habitude de voir des sapins, donc je me dis, mais... En fait, ça sent pas le sapin. Non, ça sent pas le sapin. Au départ, effectivement, on a fabriqué des emballages en épicéa parce que c'était l'arbre le plus courant autour du village. On est très vite passé au peuplier. Pourquoi du peuplier? Parce que on est sur un bois qui est apte au contact alimentaire direct. Qui est bactéricide, donc qui est plutôt quelque chose de très intéressant quand on fait des emballages pour les industriels de l'agroalimentaire. On est aussi sur un bois qui est léger, donc qui est facile à transformer. Et puis parce que c'est finalement un bois, un arbre qu'on voit souvent dans nos paysages français, donc quelque chose de courant et de très proche finalement du Jura, puisque nos peupleraies sont implantées en Saône-et-Loire. À Mâcon alors? Ouais, pas très loin. À côté de... Pas très loin. De chez Massilly. Ça doit d'ailleurs ombrager l'usine peut-être. Donc ce bois, donc combien de temps d'ailleurs il faut pour faire pousser un peuplier entre le moment où on met la graine ou le plant et le moment où on fait cette boîte? Alors en fait, un peuplier arrive à maturation autour de 15 ou 20 ans. Donc c'est un cycle très court en termes de gestion forestière. C'est effectivement aussi un des avantages du peuplier. Donc ce qui veut dire que ce qu'on a planté hier, j'aurai des boîtes à camembert dans 15 ans. Dans 15 ans, c'est ça, exactement. Si on a encore des boîtes à camembert dans 15 ans, parce qu'elle a été drôlement chahutée, elle a été chahutée, cette année. Donc, je vois donc des forêts bien sûr gérées, je vois de la certification PEFC ou FSC, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. En fait, on a cette particularité dans l'entreprise d'avoir développé nos propres fournisseurs en interne, et donc on s'est lancé dans la gestion forestière de peupliers au début des années 2010. Donc effectivement, on est certifié PEFC depuis la gestion forestière jusqu'à la fin de la transformation quand on arrive aux produits finis, donc nos activités. Et puis, on a une dizaine de personnes qui travaillent aujourd'hui dans nos peupleraies. C'est des équipes qui sont très investies dans le bois, qui adorent ça. Forcément, c'est un matériau qui déclenche des affects, et qui sont également engagés à n'utiliser aucun produit phytosanitaire en fait à l'intérieur des peupleraies. Alors, la transformation, donc. La transformation maintenant de ce bois, parce que on comprend le bois, effectivement, ça consomme de l'eau, mais d'un autre côté, ça participe à l'écosystème. La transformation, elle se passe comment? Est-ce que c'est une transformation très énergivore? Est-ce que c'est une... Alors, sur la transformation du bois, d'abord, on est sur des circuits très souvent très courts. Il faut qu'il sèche. Oui, il faut qu'il sèche. Et c'est cette partie-là qui va effectivement consommer de l'énergie. On va dire qu'on est sur un circuit court. Les peupleraies sont situées pas très très loin de nos 2 sites de déroulage. Dans les sites de déroulage, en fait, ce qui va se passer, et c'est une étape qui est effectivement énergivore, on va venir dérouler, comme le nom du site l'indique, dérouler l'agrume. L'agrume, c'est le morceau du tronc qu'on va utiliser, qu'on va dérouler en fines feuilles de bois de moins d'1 millimètre d'épaisseur. Comme un taille-crayon? Exactement comme un taille-crayon. C'est le même principe que le taille-crayon. Et donc vous avez ces feuilles de bois qui vont sortir,
très très fines. Et ces feuilles, elles sont encore très humides parce qu'elles ont encore toute la partie sève, l'humidité du bois. Donc elles vont passer en séchoir. Et cette partie-là, effectivement, est très consommatrice d'énergie. Ce qu'on a fait quand on a créé nos sites de déroulage, c'est que pour couvrir une partie de nos besoins énergétiques, on a installé une chaudière biomasse par site. Donc chacun de nos sites sont équipés d'une chaudière biomasse de 7 MW qui fonctionne. Alors c'est l'idéal aussi, on est sur un site de transformation du bois, on a nos propres déchets de bois qui vont eux aller alimenter la chaudière et qui vont nous permettre ensuite de couvrir environ 30 à 40% de la consommation de nos besoins du site en énergie. Et vous utilisez du solaire, de l'éolien aussi? Alors sur le premier site qui est un peu plus âgé, on n'a encore pas installé de panneaux photovoltaïques, mais le dernier site qui est plus récent, qui date de 2021, le toit est effectivement équipé en panneaux solaires. Alors, avant de parler de la fin de vie, je voudrais montrer quand même la diversité, parce qu'on connaît cette boîte à camembert donc, qui est constituée d'un fond, c'est ça, de ce qu'on appelle une targe. Une targe. Donc, qui est voilà. Le côté. Alors, puis les plaquettes. Alors là, je vois, des fois, il y en a avec des agrafes, des sans agrafes. Ça se passe comment quand il n'y a pas d'agrafe, d'ailleurs? C'est collé? C'est collé. C'est collé? Ouais, c'est collé. En général, c'est pour les boîtes, comme vous le voyez sur celle-ci, c'est pour les boîtes passage four. Puis alors là, je vois carrément une coquille Saint-Jacques en bois. C'est la fierté de notre service développement. Ah oui, c'est une coquille Saint-Jacques en bois. Ouais. Alors justement, ma coquille Saint-Jacques, je sais que ma coquille Saint-Jacques en fin de vie, la vraie coquille Saint-Jacques, par la rejeter à la mer, elle se transformera en sable dans quel temps. Mais la fin de vie, parce que c'est là que ça a été chahuté, parce qu'effectivement, a priori, il n'y a pas de filière de recyclage et nous ne sommes pas recyclables. Nous ne sommes pas non plus compostables dans le... Ça dépend des filières, mais effectivement. Voilà, dans les filières. Alors, la fin de vie, racontez-nous ce qui se passe et où on en est, parce que franchement, elle a failli passer à la trappe en 2030, notre boîte de camembert. Alors en fait, effectivement, la fin de vie, la boîte en bois n'est pas recyclable. Elle n'est pas recyclable parce qu'en fait, elle pourrait être recyclable, elle pourrait finir en panneau de particules. Oui. Mais aujourd'hui, on n'a pas de filière de recyclage pour les emballages légers en bois. Alors, on n'a pas de filière de recyclage. Parce qu'il n'y a pas assez de volume. Il n'y a pas assez de volume. En fait, dans les déchets ménagers, les emballages légers en bois représentent dans le tonnage moins de 1% du total. Donc, c'est pas suffisant pour financer sa filière de recyclage. Donc, du coup, on est sur un produit qui est non recyclable. Donc Citeo, l'ADEME et puis le CIEL, qui est l'organisation professionnelle des emballages légers en bois, se sont penchés sur la question en 2022. Et ils ont mené une étude pour comparer les différentes solutions de fin de vie qu'on pourrait avoir pour des emballages en bois. Et cette étude, la conclusion de cette étude, c'est que la valorisation énergétique est la solution la plus pertinente en termes opérationnels, économiques et environnementaux. D'abord parce que on est sur un emballage, le bois est un matériau avec un fort pouvoir calorifique. Donc quand il va terminer en incinération, il va, en CSR, comme on dit, il va être plutôt très efficace. Pour ceux qui ont une cheminée, c'est souvent un allume-feu, on est d'accord. Ou allume-barbecue. On est bien d'accord. Voilà, ça coûte moins cher qu'en acheter des tout faits. Donc fin de vie, et donc, valorisation énergétique. Valorisation énergétique, d'après la conclusion de Citeo et de l'ADEME. Et donc effectivement, on a sur la PPWR, le bois a obtenu une dérogation qui se base à la fois sur cette étude et à la fois sur les qualités intrinsèques du bois, qui reste un matériau naturel avec peu de transformation et donc une empreinte carbone faible. Donc on peut dormir tranquille, on aura encore des boîtes en camembert en bois et puis, pendant quelques années. Pendant quelques années. Et puis il n'y a pas que ça, puis des coquilles Saint-Jacques en bois. Des coquilles Saint-Jacques, des plats cuisinés, des boîtes à réchauffer. Et en autres matériaux. Voilà. Merci Marie-Laure, c'était intéressant. Des questions pour la filière bois? Pas de questions. Oui. L'entreprise ne s'affiche pas derrière vous à dire à l'assistance de rencontrer les entreprises. Ah oui. Alors, je dis ce qu'on m'a dit. Comme l'entreprise ne s'affiche pas derrière moi, j'ai même pas. C'est moi. Moi, j'ai rien comme j'avais rien à vendre. Vous pouvez
posez des questions aux personnes qui vont rester là et allez bien sûr sur leur stand parce que il y a un stand pour La Croix, il y a un stand pour Massy. Alors La Croix est au hall 9, Massy est au hall 10, Uséo est au hall 9 et vous êtes au hall 11. À 10 aussi, voilà. Stiver et Serac est au hall 10, voilà. Eh bien, merci. Et je vous souhaite un bon salon, une bonne continuation. Merci Marie-Laure. Merci beaucoup Fabrice, merci madame, merci. Merci pour cette prise de parole. Nous allons à présent marquer une pause et nous avons rendez-vous avec Jean-François Loiseau, qui est le président de l'association nationale d'industrie alimentaire. Il viendra ici sur la scène de l'Agora pour répondre à une interview. Donc rendez-vous à 11h sur la scène de l'Agora avec Jean-François Loiseau. Merci.